trop grand pour toi, dit le milliardaire. Mais la mariée murmura « Alors essaie-moi ». Et à cet instant, il comprit qu'aucune autre femme ne l'avait jamais défié, ni marqué autant. La pluie martelait les grandes baies vitrées du bureau situé au dernier étage de la tour Montparnasse. Élise Moreau serrait ses mains moites contre son sac en cuir usé, observant la silhouette imposante de l'homme qui lui tournait le dos. Damien Blackwood contemplait Paris depuis sa fenêtre, les lumières de la ville scintillant comme des diamants dans l'obscurité de cette soirée de novembre. « Mademoiselle Moreau », dit-il sans se retourner, sa voix grave résonnant dans le bureau luxueux aux murs tapissés de boiseries sombres. « J'ai étudié votre dossier. 26 ans diplômé de l'École des Beaux-Arts, architecte dans l'entreprise familiale, qui est au bord de la faillite. » Élise redressa les épaules, refusant de se laisser intimider par ce dos large vêtu d'un costume italien impeccable. « Monsieur Blackwood, mon père m'a expliqué les termes de votre proposition, mais j'aimerais les entendre de votre bouche. » Un rire sans joie échappa à Damien. Il se retourna enfin, et Élise dut retenir son souffle. Les photos dans les magazines économiques ne rendaient pas justice à cet homme de 34 ans aux traits ciselés et aux yeux d'un bleu glacial. Une cicatrice fine barrait sa tempe gauche, lui donnant un air dangereux qui contrastait avec l'élégance de son apparence. « Très bien, soyons directs. » Il contourna son bureau en acajou massif et s'appuya contre le rebord, croisant ses bras musclés. « Votre père me doit 3 millions d'euros. L'entreprise Moreau & Fils va faire faillite dans 2 semaines si cette dette n'est pas réglée. Je propose d'effacer cette dette en échange d'un mariage. »« Un mariage » répéta Élise, sa voix légèrement tremblante malgré ses efforts pour paraître calme. « Et que gagnez-vous dans cette transaction, monsieur Blackwood ?» Les yeux de Damien se durcirent. « J'ai besoin d'une épouse pour convaincre mes associés japonais que je suis un homme stable, familial. Ils refusent de traiter avec des célibataires endurcis. Ce mariage sera purement contractuel. 2 ans, puis divorce à l'amiable. Vous aurez un appartement à votre disposition, une allocation mensuelle généreuse et votre liberté tant que vous restez discrète. » Élise sentit sa gorge se serrer. « Et si je refuse? Alors votre père perdra tout. L'entreprise qui a été dans votre famille depuis 4 générations disparaîtra. Les 15 employés se retrouveront au chômage. » Il marqua une pause, ses yeux la détaillant de la tête aux pieds avec une froideur clinique. « Soyons honnêtes, mademoiselle Moreau, vous n'avez pas le choix. » Le silence s'étira entre eux, ponctué par le bruit de la pluie contre les vitres. Élise observa cet homme qui tenait son avenir entre ses mains. Ses cheveux bruns étaient parfaitement coiffés, sa mâchoire rasée de près, et pourtant, elle devinait une lassitude profonde dans son regard. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle finalement. « Vous pourriez avoir n'importe quelle femme. Précisément parce que vous n'avez pas le choix. Les autres auraient pu développer des... attentes. Vous savez que c'est un arrangement d'affaires. Rien de plus. » Il se redressa et retourna derrière son bureau. « J'ai besoin d'une réponse maintenant. » Élise ferma les yeux un instant, pensant à son père qui l'attendait dans le hall de l'immeuble, au visage marqué par l'inquiétude et la honte. Elle pensa aux ouvriers qui travaillaient dans l'entreprise familiale depuis des décennies, à sa grand-mère qui avait construit cette société avec ses propres mains après la guerre. « J'accepte », murmura-t-elle. Damien hocha la tête sans surprise, comme si le résultat n'avait jamais fait de doute. Il ouvrit un tiroir et en sortit un dossier épais. « Parfait. Mon avocat a préparé le contrat prénuptial. Vous avez jusqu'à demain pour le lire et le signer. Le mariage aura lieu dans 3 semaines, le 15 décembre, à la mairie du 16e arrondissement. Une réception suivra au Plaza Athénée. » 3 semaines? Élise se leva brusquement. « C'est impossible. Je n'ai même pas de robe, Tout sera pris en charge. Ma secrétaire vous contactera demain pour les arrangements. » Il ne leva même pas les yeux du document qu'il signait. « Ah, et mademoiselle Moreau ?»« Oui. » Cette fois, il la regarda et son sourire était glacial. « Ne vous faites aucune illusion. Ce mariage ne changera rien à qui vous êtes. Vous resterez une petite architecte de banlieue qui a eu de la chance. Mon monde, il est trop grand pour vous. » 3 jours plus tard, Élise se tenait devant les portes dorées de la boutique Chanel sur la rue Cambon, son cœur battant la chamade. La secrétaire de Damien, Madame Laurent, une femme élégante aux cheveux gris argentés, l'accompagnait avec l'expression compassée d'une gouvernante emmenant un enfant difficile chez le dentiste. « Madame Dubois vous attend », annonça Madame Laurent en consultant sa montre Cartier. « Vous avez 2 heures pour choisir votre robe de mariée et votre garde-robe pour les événements sociaux. Monsieur Blackwood a été très clair, vous devez être présentable. »
Le mot résonna comme une gifle. Élise serra les dents et poussa les portes de la boutique. L'intérieur était un temple du luxe. Moquette épaisse, miroir doré et vendeuse au sourire parfaitement calibré. Madame Dubois, une femme d'une 60aine d'années à l'allure aristocratique, s'approcha d'elle. « Mademoiselle Moreau, je présume ?» Son regard expert détailla la silhouette d'Élise. « Nous avons du travail. » Pendant l'heure qui suivit, Élise fut transformée en mannequin vivant. Robe de cocktail, tailleur, chaussures, accessoires défilaient dans un tourbillon de tissus luxueux et de commentaires pincés. Madame Dubois et Madame Laurent discutaient d'elle comme si elle n'était pas là. Pour le dîner d'affaires avec les Japonais, je suggère le tailleur Chanel en tweed noir. Classique, respectable. Et pour l'opéra? La robe en soie champagne peut-être, bien que... Madame Dubois fronça les sourcils. Elle n'a pas vraiment le port pour ce genre d'événement. Excusez-moi, intervint Élise, sa patience à bout. Puis-je voir la robe de mariée maintenant? Les deux femmes la regardèrent comme si elle venait de commettre un impair. Madame Dubois soupira et la conduisit vers l'arrière de la boutique, où plusieurs robes blanches étaient suspendues comme des fantômes soyeux. « Monsieur Blackwood a été très spécifique », expliqua la vendeuse, en décrochant une robe simple au décolleté sage. Rien d'extravagant, quelque chose de discret. Élise contempla la robe. Belle, certes, mais d'une simplicité qui frisait l'austérité, comme si on cherchait à l'effacer plutôt qu'à la mettre en valeur. Son regard dériva vers une autre création, plus loin, une robe aux lignes audacieuses, avec un décolleté plongeant et une traîne dramatique. Et celle-là? Oh non! Madame Dubois secoua la tête. Beaucoup trop voyante. Ce n'est pas le style que recherche Monsieur Blackwood pour son épouse. Son épouse, répéta Élise lentement. C'est-à-dire moi. Et j'aimerais essayer cette robe. Mademoiselle Moreau, intervint Madame Laurent d'un ton réprobateur. Monsieur Blackwood a été très clair sur ses attentes. Alors, Monsieur Blackwood peut venir choisir sa robe lui-même s'il le souhaite. Élise se dirigea vers la robe audacieuse et la décrocha. Je veux essayer celle-ci. Le silence qui suivit était électrique. Madame Dubois échangea un regard inquiet avec Madame Laurent, mais face à la détermination d'Élise, elle céda. 15 minutes plus tard, Élise se contemplait dans le miroir de la cabine d'essayage. La robe épousait parfaitement ses courbes, le décolleté mettant en valeur sa silhouette sans être vulgaire. Le tissu fluide cascadait autour d'elle comme de l'eau, et pour la première fois depuis des jours, elle se sentait elle-même. « Mon Dieu !» murmura Madame Dubois malgré elle. « Vous êtes éblouissante. » À cet instant précis, la porte de la boutique s'ouvrit avec un carillon délicat. Damien Blackwood fit son entrée. Imposant dans son manteau de cachemire noir, ses cheveux encore humides de la pluie parisienne. Son regard balaya la boutique avant de se fixer sur Élise. Le temps sembla suspendu. Les yeux bleus de Damien s'assombrirent tandis qu'il détaillait sa silhouette dans la robe, une expression indéchiffrable traversant son visage. Qu'est-ce que c'est que ça? Sa voix était dangereusement calme. Madame Laurent se précipita vers lui. « Monsieur Blackwood, je peux tout expliquer. » Mais Élise l'interrompit, s'avançant vers Damien avec une grâce nouvelle que lui conférait la robe. « C'est ma robe de mariée. Vous n'aimez pas? Ce n'est pas ce que j'avais demandé. »« Non, » acquiesça-t-elle, soutenant son regard sans ciller. « C'est ce que j'ai choisi. » Damien fit un pas vers elle, et Élise sentit l'air se charger d'électricité entre eux. Il était si proche qu'elle pouvait sentir son parfum, un mélange de cèdre et d'épices qui lui donnait le vertige. « Je vous ai dit que mon monde était trop grand pour vous, » murmura-t-il, sa voix si basse que seule elle pouvait l'entendre. « Cette robe, elle attire l'attention. Et l'attention, c'est dangereux. » Élise leva le menton, ses yeux verts étincelants de défi. « Alors essaie-moi, » chuchota-t-elle en écho à leurs mots du premier soir. Quelque chose vacilla dans le regard de Damien. Pendant un instant, le masque froid tomba, et elle entrevit une vulnérabilité inattendue. Puis il se ressaisit, reculant d'un pas. « Gardez cette robe si vous y tenez tant, » dit-il d'un ton cassant, « mais ne venez pas vous plaindre des conséquences. » Il tourna les talons et quitta la boutique aussi brusquement qu'il était entré, laissant Élise seule avec son reflet dans le miroir et la certitude troublante qu'elle venait de déclencher quelque chose qu'elle ne contrôlait plus. Le lendemain matin, Élise fut réveillée par la sonnerie insistante de son téléphone. L'appartement familial de Belleville, avec ses murs défraîchis et sa plomberie grinçante, lui sembla encore plus modeste après sa visite dans l'univers doré de Damien Blackwood. « Mademoiselle Moreau ?» La voix de Madame Laurent était particulièrement glaciale. « Monsieur Blackwood souhaite vous voir immédiatement.
Un chauffeur vous attend en bas. » Élise jeta un coup d'œil à son réveil, 7h30 du matin. « Maintenant? Mais je ne suis même pas. »« Immédiatement, » répéta la secrétaire avant de raccrocher. 1 heure plus tard, Élise se retrouvait dans l'ascenseur privé qui menait au penthouse de Damien, au sommet d'un immeuble haussmannien de l'avenue Foch. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle lissait sa robe simple et ses cheveux qu'elle n'avait pas eu le temps de coiffer parfaitement. Les portes s'ouvrirent sur un appartement à couper le souffle. Haut plafond orné de moulures, parquet en point de Hongrie, mobilier contemporain mélangé avec goût à quelques pièces d'antiquité. Mais ce qui frappa Élise le plus, c'était la vue. Paris s'étalait à ses pieds, de l'Arc de Triomphe à la Tour Eiffel, baigné dans la lumière dorée du matin. Impressionnant, n'est-ce pas? Elle se retourna. Damien se tenait près de la fenêtre, une tasse de café à la main. Il portait un pantalon de costume sombre et une chemise blanche ouverte au col, ses manches retroussées révélant des avant-bras musclés. Cette décontraction étudiée le rendait encore plus séduisant, et Élise dut faire un effort pour ne pas le fixer. « Pourquoi m'avez-vous fait venir si tôt ?» demanda-t-elle. « Parce que nous devons établir certaines règles. » Il posa sa tasse et s'approcha d'elle. « Votre petit numéro d'hier chez Chanel m'a fait comprendre que vous n'aviez pas bien saisi la nature de notre arrangement. J'ai très bien compris. Mariage de convenance, 2 ans, puis divorce. Ce que vous n'avez pas compris, dit-il en s'arrêtant devant elle, c'est que pendant ces 2 ans, vous représentez mon nom, ma réputation. Chaque geste, chaque parole, chaque choix que vous ferez sera scruté par mes associés, mes concurrents, la presse. » Élise croisa les bras. « Et donc, vous devez apprendre à vous comporter comme une Blackwood. » Il contourna lentement, comme un prédateur évaluant sa proie. « Ce soir, nous dînons avec Takeshi Yamamoto et sa femme, mes futurs associés japonais. C'est le contrat le plus important de ma carrière. Un projet de rénovation urbaine à Tokyo qui représente 5 milliards d'euros. Et vous pensez que je vais tout faire rater ?» Damien s'arrêta face à elle, ses yeux bleus la transperçant. « Les Yamamoto sont très traditionnels. Ils attachent une importance énorme au respect des codes, à la discrétion. Votre choix de robe hier montre que vous ne comprenez pas ces subtilités. » La colère monta en Élise. « Parce que choisir une belle robe fait de moi une femme sans classe? Choisir cette robe en particulier montre que vous voulez attirer l'attention sur vous plutôt que sur nous. » Sa voix se durcit. « Dans mon monde, mademoiselle Moreau, l'épouse parfaite est élégante mais effacée, présente mais silencieuse. Elle soutient son mari sans jamais l'éclipser. Comme un bel accessoire, en somme. » Exactement. Le mot claqua entre eux comme une gifle. Élise le fixa, incrédule. « Et vous croyez vraiment que je vais accepter ça? Vous n'avez pas le choix, » répéta-t-il, cette phrase qui semblait être son refrain favori. « Mais pour vous aider à vous adapter, j'ai pris des dispositions. » Il se dirigea vers un secrétaire ancien et en sortit un dossier qu'il lui tendit. « Voici votre planning pour les 2 prochaines semaines. Cours d'étiquette avec Madame de Montclair, cours de conversation en japonais, séance chez mon coiffeur personnel et ma conseillère en images. » Élise feuilleta le dossier abasourdie. Chaque heure de ses journées était planifiée, de 8h à 20h. C'est de la torture. C'est nécessaire. Il retourna près de la fenêtre, lui tournant le dos. « Ça et dernière chose, vous emménagerez ici dès demain. »« Quoi ?» Élise laissa tomber le dossier. « Il n'en est pas question. Le contrat dit que j'aurai mon propre appartement. Le contrat dit que vous aurez un appartement à votre disposition. » Il se retourna avec un sourire froid. « Celui-ci est à votre disposition. La chambre d'amis a été préparée pour vous. Nous ne devions pas vivre ensemble. Les circonstances ont changé. Mes associés japonais souhaitent nous rencontrer plusieurs fois avant de signer. Ils doivent croire que nous sommes un couple authentique. » Ses yeux étincelèrent d'une lueur moqueuse. « Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Moreau. Votre vertu ne risque rien. Vous n'êtes absolument pas mon type. » La remarque blessa plus qu'elle n'aurait dû. Élise redressa les épaules. « Parfait, parce que vous n'êtes pas le mien non plus. »« Parfait, » répéta-t-il. Ils se fixèrent en silence, l'air chargé d'une tension palpable. Puis Damien consulta sa montre. « Votre première leçon d'étiquette commence dans 1 heure. Je suggère que vous ne soyez pas en retard. Madame de Montclair déteste l'impolitesse presque autant qu'elle déteste l'incompétence. » Élise ramassa le dossier et se dirigea vers l'ascenseur. Au moment où les portes allèrent se refermer, la voix de Damien l'arrêta. « Oh, et Élise ?» C'était la première fois qu'il utilisait son prénom, et le son de sa voix prononçant ces 2 syllabes fit courir un frisson le long de son dos. « Oui, la guerre que vous semblez vouloir me déclarer,
Vous allez la perdre. Les portes se refermèrent sur son sourire arrogant, mais Élise avait eu le temps de voir quelque chose d'autre dans ses yeux. De l'intérêt, peut-être même du désir. Madame de Montclair était une femme de 70 ans aux cheveux blancs neige tirés en chignon strict, qui dirigeait son école d'étiquette dans un hôtel particulier du 7e arrondissement avec la discipline d'un général d'armée. Élise comprit dès la première minute qu'elle avait affaire à une adversaire redoutable. « Marchez !» ordonna la vieille dame en français teinté d'un accent aristocratique. « Non, pas comme ça. Une dame ne martèle pas le sol comme un cheval de trait. » Élise s'arrêta, les joues en feu. Voilà 3 heures qu'elle subissait cette torture. Comment tenir une tasse de thé, le petit doigt levé et vulgaire, mademoiselle? Comment s'asseoir, les genoux serrés, le dos droit? Comment serrer la main, ni molle comme un poisson mort, ni ferme comme un docker? Recommencez, soupira Madame de Montclair. Et cette fois, imaginez que vous portez la couronne de France sur votre tête. Élise obéit, se concentrant sur chaque pas. Elle pensait à son père, à l'entreprise familiale, à tous ces gens qui dépendaient de sa réussite. Mais elle pensait aussi aux yeux moqueurs de Damian Blackwood et à sa certitude qu'elle allait échouer. Mieux, concéda finalement son professeur. Maintenant, la conversation. Vous dînez ce soir avec des Japonais. Connaissez-vous leur code culturel? Un peu ne suffit pas. Madame de Montclair se dirigea vers une bibliothèque et en sortit un livre épais. Les Japonais accordent une importance capitale au respect des hiérarchies. Vous ne parlerez que si on vous adresse la parole. Vous éviterez tout contact physique. Et surtout, vous ne contredirez jamais votre mari en public, même s'il dit quelque chose de stupide. Le regard de Madame de Montclair se glaça. Monsieur Blackwood n'est pas stupide, mademoiselle Moreau. C'est un homme brillant qui a bâti un empire. Votre rôle est de l'épauler, pas de le défier. Élise serra les dents. Décidément, tout le monde semblait penser qu'elle devait disparaître derrière Damian Blackwood. L'après-midi se poursuivit avec les cours de japonais, puis la séance chez le coiffeur. Henri, un homme aux gestes précis et au regard artistique, étudia ses cheveux châtains avec l'intensité d'un peintre face à sa toile. « Monsieur Blackwood a été très clair », murmura-t-il en français teinté d'un accent italien. « Élégant mais discret, classique. Et si moi je préférais audacieux ?» demanda Élise. Henri la regarda dans le miroir, surpris. « Vous voulez quelque chose de différent? Je veux quelque chose qui me ressemble. » Pendant 1 heure, Henri travailla ses cheveux avec une passion créative qu'Élise n'avait pas vue depuis longtemps. Quand il eut terminé, elle ne se reconnut pas. Ses cheveux tombaient en vagues souples sur ses épaules, avec des reflets dorés qui illuminaient son visage. C'était sophistiqué, mais pas sage. Élégant, mais pas effacé. « Magnifique », murmura Henri. « Vous êtes magnifique. » À 19 heures, Élise était de retour dans le penthouse de Damien. Elle portait la robe que Madame Laurent avait sélectionnée, un fourreau noir classique, mais ses nouveaux cheveux transformaient complètement son allure. Elle trouva Damien dans son bureau, au téléphone. Il portait un smoking impeccable, qui accentuait la largeur de ses épaules et la finesse de sa taille. Quand il la vit, il interrompit sa conversation. « Je vous rappelle », dit-il avant de raccrocher. Il l'observa longuement, ses yeux descendant de ses cheveux à ses escarpins noirs. « Vos cheveux, ils ne vous plaisent pas ?» Élise passa une main nerveuse dans ses mèches. « Si », le mot sortit malgré lui, et elle vit une surprise fugace passer sur son visage. « Je veux dire, c'est acceptable. » Mais la façon dont son regard s'attardait sur elle disait autre chose. Élise sentit une chaleur inattendue l'envahir. « Nous devons y aller », dit-il en détournant les yeux. « Les Yamamoto nous attendent au Meurice. » Dans la Bentley qui les emmenait vers l'hôtel, Damien lui fit répéter les noms des invités, leurs titres, les sujets à éviter. Élise l'écouta d'une oreille distraite, trop consciente de sa proximité dans l'espace confiné de la voiture. Son parfum l'enivrait, et chaque fois que leurs mains se frôlaient en consultant les documents, elle sentait une décharge électrique. « Élise, » dit-il soudain, « vous m'écoutez ?»« Oui, bien sûr. Alors répétez-moi ce que je viens de dire. » Prise en faute, elle rougit. « Damien soupira. « C'est exactement ce que je craignais. Vous n'êtes pas prête. »« Chas, donnez-moi une chance. Une chance !» Il se tourna vers elle, et dans la pénombre de la voiture, ses traits semblaient encore plus saisissants. « Ma réputation, mon avenir, tout repose sur ce contrat. Et vous voulez que je vous donne une chance ?» Sa voix était basse, dangereuse, et Élise sentit quelque chose de primitif s'éveiller en elle. Au lieu de reculer, elle se pencha vers lui. « Oui, » murmura-t-elle, « donnez-moi une chance de vous surprendre. »
Leurs visages n'étaient plus qu'à quelques centimètres l'un de l'autre. Élise voyait les paillettes dorées dans ses yeux bleus, la ligne fine de sa cicatrice, la courbe sensuelle de ses lèvres. L'air entre eux crépitait d'électricité. « Nous arrivons, monsieur », annonça le chauffeur. Damian se redressa brusquement, brisant le charme. « Parfait. » Mais quand il lui offrit son bras pour sortir de la voiture, Élise sentit ses doigts trembler légèrement contre les siens. Et elle sut qu'elle n'était pas la seule à ressentir cette attraction dangereuse qui grandissait entre eux. Le restaurant du Meurice était un écrin de luxe feutré, avec ses lustres en cristal et ses nappes immaculées. Élise suivit Damian entre les tables, consciente des regards qui se posaient sur eux. Dans ce temple de la haute société parisienne, elle se sentait comme une intruse, malgré sa robe élégante et ses nouveaux cheveux. « Monsieur et Madame Yamamoto », annonça Damian en s'inclinant légèrement devant un couple japonais d'une 60aine d'années. « Permettez-moi de vous présenter ma fiancée, Élise Moreau. » Takeshi Yamamoto était un homme aux cheveux gris impeccablement coiffés, au costume d'une coupe parfaite. Son épouse, Keiko, portait un kimono moderne au ton pastel qui soulignait sa grâce naturelle. Élise s'inclina à son tour, se souvenant des leçons de Madame de Montclair. « Enchantée de faire votre connaissance », dit-elle en japonais, utilisant la formule de politesse apprise l'après-midi même. Les yeux de Madame Yamamoto s'éclairèrent de surprise et de plaisir. « Oh, vous parlez notre langue ?»« Juste quelques mots, » répondit Élise modestement. « J'aimerais beaucoup apprendre davantage. » Damian lui jeta un regard surpris. Ce n'était pas dans le script qu'ils avaient répété, mais elle venait de marquer des points précieux. Le dîner commença dans une atmosphère cordiale. Élise suivait les règles apprises. Parler peu, sourire souvent, laisser Damian mener la conversation. Mais au fur et à mesure que la soirée avançait, elle sentait la frustration monter en elle. Les hommes parlaient à affaires tandis qu'elle et Keiko Yamamoto étaient relégués au sujet féminin, la mode, les voyages, la décoration. « Votre fiancé nous a dit que vous étiez architecte », dit soudain Keiko en se penchant vers elle. « Cela doit être passionnant. »« Oh, c'est... » Élise commença automatiquement la réponse convenue, puis croisa le regard d'encouragement de la femme japonaise. « Oui, c'est ma passion. J'adore créer des espaces qui améliorent la vie des gens. » Takeshi Yamamoto, qui avait entendu, se tourna vers elle. « Ah, une femme architecte? C'est rare. Quel type de projet vous intéresse ?» Damian posa sa main sur celle d'Élise, un geste qui se voulait tendre, mais dont la pression était un avertissement. Élise travaille dans l'entreprise de son père. Des projets modestes. Le mépris à peine voilé dans sa voix fit rougir Élise de colère et d'humiliation. Modeste? L'école maternelle qu'elle avait conçue à Montreuil, avec ses espaces ludiques et sa lumière naturelle optimisée? Le centre social de Belleville qui redonnait vie à un quartier défavorisé? Modeste peut-être, dit-elle, en retirant doucement sa main de celle de Damian, mais nécessaire. Je crois que l'architecture doit servir à tous, pas seulement aux privilégiés. Un silence tendu s'abattit sur la table. Damian la foudroyait du regard, mais Takeshi Yamamoto sembla intrigué. « Intéressant, murmura-t-il. Au Japon, nous avons un concept. Mono no aware, la beauté éphémère des choses simples. Peut-être que vos projets, modestes, capturent quelque chose que nous, dans nos tours de verre, nous oublions parfois. » Keiko hocha la tête avec enthousiasme. Takeshi a toujours dit que les meilleurs architectes sont ceux qui comprennent l'âme humaine, pas seulement les calculs de structure. Damian tenta de reprendre le contrôle. Bien sûr, Élise a beaucoup de talent, mais notre projet de Tokyo nécessite une expertise bien différente. Justement, l'interrompit Takeshi. Parlez-nous de ce projet, mademoiselle Moreau. Que pensez-vous de cette rénovation urbaine? Élise sentit le piège se refermer sur elle. Damian ne lui avait donné que les grandes lignes du projet, et elle n'était pas censée participer à cette discussion. Mais les yeux brillants de curiosité de Takeshi Yamamoto l'encourageaient. « Je pense, dit-elle lentement pesant chaque mot, qu'avant de rénover un quartier, il faut comprendre ceux qui y vivent. Les tours de verre sont impressionnantes, mais si elles déconnectent les habitants de leur communauté, de leurs racines, alors on ne construit pas l'avenir, on le détruit. » Damian se crispa. « Élise, non, laissez-la continuer. » dit Takeshi en levant la main. C'est rafraîchissant d'entendre une vision différente. Encouragée, Élise poursuivit. Au Japon, vous avez cette tradition des machiya, ces maisons étroites qui créèrent du lien social. Les gens se connaissaient, s'entraidaient. La modernité ne devrait pas effacer ça, mais l'enrichir. Keiko applaudit doucement. Magnifique. Vous comprenez notre culture mieux que beaucoup d'occidentaux. Mais Damian était livide.
Élise venait de remettre en question l'essence même de son projet devant ses futurs associés. Quand les Yamamoto s'excusèrent pour aller aux toilettes, il se pencha vers elle, sa voix sifflant de colère contenue. « Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de tout ruiner. Je réponds à leurs questions. Vous n'aviez pas à donner votre avis. Votre rôle était de sourire et de vous taire. Mon rôle, répliqua-t-elle en le regardant droit dans les yeux, c'est d'être votre fiancée. Et la fiancée d'un homme comme vous ne devrait pas être une potiche sans cervelle. » Damien ouvrit la bouche pour répliquer, mais le retour des Yamamoto l'interrompit. Le reste du dîner se déroula dans une tension palpable. Élise, consciente d'avoir franchi une ligne, essaya de rattraper sa gaffe en redevenant la femme discrète qu'on attendait d'elle. Mais le mal était fait. Dans la voiture du retour, le silence était assourdissant. Damien fixait l'extérieur, ses mâchoires contractées. Élise sentait la colère émaner de lui par vagues. « Ils ont été très aimables », tenta-t-elle finalement. « Aimables. » Il tourna enfin la tête vers elle, et la fureur dans ses yeux la fit frissonner. « Vous avez démoli en une soirée 6 mois de négociations. Ce n'est pas vrai. Il semblait intéressé par... Par quoi? Par votre philosophie de comptoir sur l'architecture sociale. » Sa voix était glaciale. « Vous croyez vraiment que vos petits projets de banlieue vous donnent le droit de critiquer un investissement de 5 milliards d'euros ?» Chaque mot était une gifle. Élise sentit les larmes monter, mais refusa de les laisser couler. « Je ne critiquais pas votre projet, j'essayais juste d'exister, de briller, de prouver que vous valez mieux que ce que vous êtes. » Il se pencha vers elle, son visage dur à quelques centimètres du sien. « Eh bien, laissez-moi vous dire la vérité, Élise Moreau. Vous n'êtes qu'une petite architecte de banlieue qui a eu la chance d'épouser un homme riche. Vous pouvez porter les plus belles robes, avoir les plus beaux cheveux, apprendre toutes les règles d'étiquette du monde. Vous resterez toujours exactement ce que vous êtes. » La voiture s'arrêta devant l'immeuble de l'avenue Foch dans un silence de mort. Élise avait les joues brûlantes de humiliation et de colère. Les mots de Damien résonnaient dans sa tête comme autant de poignards. Quand il lui offrit son bras pour sortir, elle l'ignora et se dirigea seule vers l'entrée de l'immeuble. Dans l'ascenseur, l'air était suffocant. Damien se tenait dans un coin, les mains dans les poches, son visage fermé. Élise fixait les chiffres qui défilaient, refusant de le regarder. Quand les portes s'ouvrirent sur le penthouse, elle se rua vers la chambre d'amis qui lui avait été attribuée. Élise. Elle s'arrêta, la main sur la poignée, sans se retourner. « Nous devons parler. Je crois que vous avez été suffisamment clair dans la voiture. » Elle entra dans sa chambre et claqua la porte. Mais quelques secondes plus tard, la porte s'ouvrit violemment. Damien se tenait sur le seuil, sa veste de smoking jetée négligemment sur l'épaule, sa chemise déboutonnée au col. « N'entrez pas ici !» protesta-t-elle. « C'est mon appartement. » Il entra et ferma la porte derrière lui. Et nous n'en avons pas terminé. Élise recula soudain consciente qu'ils étaient seuls dans l'intimité de cette chambre. Damien avançait vers elle avec la grâce d'un prédateur et elle sentit son pouls s'accélérer. « Vous voulez savoir pourquoi je suis en colère ?» Sa voix était dangereusement basse. « Ce n'est pas parce que vous avez parlé au Yamamoto. »« Non, non. » Il s'arrêta devant elle, si proche qu'elle pouvait voir les paillettes dorées dans ses yeux. « C'est parce qu'ils vous ont écouté, parce qu'ils vous ont regardé avec respect, avec intérêt, parce que pendant quelques minutes, vous avez brillé plus fort que moi dans cette salle. » La confession l'a pris au dépourvu. « Damien, vous savez ce que c'est de construire sa vie sur le contrôle, sur le fait d'être toujours le plus fort, le plus malin, celui qui mène la danse. » Ses mains se posèrent sur ses épaules, et elle sentit leur chaleur à travers le tissu fin de sa robe. Et puis vous arrivez avec vos grands yeux verts et vos idées naïves, et vous bouleversez tout. Mes idées ne sont pas naïves. Si, mais il le dit presque tendrement. Vous croyez encore qu'on peut changer le monde, qu'on peut faire du bien. Moi j'ai arrêté de croire à ça il y a longtemps. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Murmura-t-elle. Quelque chose vacilla dans son regard. Sa main monta vers sa joue, ses doigts effleurant sa peau, avec une douceur inattendue. J'ai grandi. Ce n'est pas une réponse. Il rit, mais c'était un rire sans joie. Vous voulez vraiment savoir, très bien. Ses mains retombèrent et il recula d'un pas. J'ai eu 22 ans. J'étais idéaliste, comme vous. Je travaillais pour une ONG. Je voulais construire des logements sociaux pour les plus démunis. Élise l'écoutait, fascinée par cette facette inconnue de sa personnalité. J'avais une fiancée, Camille. Belle, intelligente, passionnée par les mêmes causes que moi. Sa voix se durcit. Jusqu'au jour où mon père est mort et m'a légué son empire. Soudain, j'étais riche, très riche. Et elle? Un sourire amer étira ses lèvres. Elle a montré son vrai visage.
Tout ce qu'elle voulait, c'était l'argent. Quand j'ai refusé de financer son train de vie de luxe, elle est partie, avec mon meilleur ami, en emportant la moitié de mes biens, grâce à un contrat de mariage très habilement négocié. Élise sentit son cœur se serrer. Je suis désolé. Ne soyez pas désolé, soyez lucide. Il se dirigea vers la fenêtre, contemplant Paris endormi. Cette expérience m'a appris quelque chose de précieux. Tout le monde a un prix. Il suffit de le trouver. Ce n'est pas vrai. Il se retourna brusquement. Non. Et vous, Élise, quel était votre prix? 3 millions d'euros pour sauver l'entreprise de papa? La vérité claqua entre eux comme une gifle. Élise sentit ses joues s'enflammer. Ce n'est pas pareil. Ça, c'est exactement pareil. Il s'approcha de nouveau, et cette fois elle vit de la douleur dans ses yeux. Vous étiez prête à m'épouser pour de l'argent. Alors ne me parlez pas de noblesse d'âme. Vous ne comprenez rien, explosa-t-elle. Oui, j'ai accepté ce mariage pour sauver l'entreprise. Mais pas pour moi, pour les familles qui dépendent de ces emplois, pour mon père qui a donné sa vie à cette société, pour préserver 4 générations de travail. Et c'est censé être différent? Oui, les larmes qu'elle retenait depuis le dîner coulèrent enfin sur ses joues. Parce que moi, je ne vous ai pas menti sur mes sentiments. Je ne vous ai pas fait croire que je vous aimais pour mieux vous manipuler. J'ai été honnête dès le début. Le silence qui suivit était chargé d'électricité. Damien la fixait et elle vit quelque chose changer dans son expression. Ses traits se radoucirent légèrement. « Élise !» Mais elle était lancée. « Vous voulez savoir la vérité? Vous me terrifiez. Pas votre argent, pas votre pouvoir. Vous... » Elle essuya ses larmes d'un geste rageur. « Parce que malgré votre cynisme, malgré votre arrogance, malgré la façon dont vous me traitez, je commence à ressentir quelque chose pour vous. Et ça me fait peur. » Damienne resta immobile comme frappé par la foudre. Puis, lentement, il s'approcha d'elle. Ses mains encadrèrent son visage, ses pouces essuyant les traces de larmes sur ses joues. « Vous ne devriez pas, murmura-t-il. Je vais vous faire du mal, c'est ce que je fais à toutes les femmes qui ont le malheur de s'attacher à moi. »« Peut-être, chuchota-t-elle. Ou peut-être que vous avez juste peur qu'on puisse vous voir tel que vous êtes vraiment. » Il la regardait avec une intensité qui lui coupait le souffle. « Et comment me voyez-vous? Comme un homme qui a peur d'aimer. » Les mots planèrent entre eux, lourds de promesses et de dangers. Puis, avant qu'elle puisse réagir, Damien se pencha et captura ses lèvres dans un baiser. Ce n'était pas un baiser tendre, c'était un baiser de possession, de frustration, de désir longtemps réprimé. Élise sentit le monde basculer autour d'elle. Ses mains montèrent instinctivement vers sa chemise, s'agrippant au tissu comme si elle allait se noyer. Quand ils se séparèrent, tous deux haletaient. Le regard de Damien était sombre, presque sauvage. « Voilà pourquoi vous devriez avoir peur, dit-il d'une voix rauque, parce que quand je vous regarde, je ne pense plus du tout à un mariage de convenance. » Sur ces mots, il quitta la chambre, la laissant seule avec le goût de ses lèvres et la certitude que leur arrangement venait de devenir infiniment plus dangereux. Élise s'éveilla avec le goût du baiser de Damien, encore sur ses lèvres, et un mal de tête lancinant. Les événements de la nuit précédente lui revenaient par fragments. Le dîner désastreux, leur dispute, puis ce baiser qui avait tout changé. Elle jeta un coup d'œil au réveil. 10h30. Elle avait dormi bien plus tard que d'habitude. Un coup frappé à sa porte la fit sursauter. « Entrez », dit-elle en resserrant sa robe de chambre. Madame Laurent apparut impeccable comme toujours, portant un plateau avec du café et des croissants. Son expression était indéchiffrable, mais Élise crut déceler une pointe de désapprobation dans ses yeux. « Monsieur Blackwood est parti en réunion », annonça la secrétaire en posant le plateau sur la table basse. « Il m'a chargé de vous dire que votre cours de japonais était annulé aujourd'hui. »« Annulé? Pourquoi? Je n'ai pas d'explication à vous donner. » Madame Laurent se dirigea vers la porte puis s'arrêta. « Ah, et les Yamamoto souhaitent vous revoir. Ce soir, dîner privé chez eux. » Élise faillit renverser sa tasse de café. « Ils veulent me revoir? Après ce qui s'est passé hier? Il semblerait que vous ayez fait impression. » Le ton de Madame Laurent suggérait que ce n'était pas forcément une bonne chose. « Monsieur Blackwood rentrera vers 17h pour vous briefer. » Seule dans la chambre, Élise sirota son café en réfléchissant. Si les Yamamoto voulèrent la revoir, c'était soit très bon signe, soit catastrophique. Et l'absence de Damian ce matin ne présageait rien de bon. Ils fuyaient probablement après leur moment d'intimité de la veille. Elle passa la journée à errer dans le penthouse, découvrant des détails sur l'homme qu'elle allait épouser. Sa bibliothèque révélait des goûts éclectiques. Baudelaire côtoyait des manuels d'architecture contemporaine,
des biographies d'hommes d'affaires voisinaient avec des recueils de poésie japonaise. Sur son bureau, une photo le montrait plus jeune, souriant, aux côtés d'un homme âgé qui devait être son père. À 17 heures précises, elle entendit la porte d'entrée s'ouvrir. Son cœur s'emballa, et elle se maudit pour cette réaction. Damien apparut dans le salon, encore en costume de travail, l'air fatigué. Leurs regards se croisèrent, et l'air sembla se charger d'électricité. « Bonjour », dit-il simplement. « Bonjour ». Sa voix était plus rauque qu'elle ne l'aurait voulu. Ils restèrent là, debout, ne sachant visiblement comment aborder les événements de la nuit précédente. Finalement, Damien détourna les yeux. « Les Yamamoto veulent dîner avec nous ce soir. Chez eux. C'est inattendu. Madame Laurent me l'a dit. Est-ce bon signe? Honnêtement, je ne sais pas. » Il passa une main dans ses cheveux, geste qui trahissait son trouble. « Takeshi m'a appelé ce matin. Il a dit qu'il souhaitait mieux vous connaître. »« Moi? Pourquoi? C'est ce que j'aimerais savoir. » Il s'approcha d'elle, et Élise sentit son pouls s'accélérer. « Élise, ce qui s'est passé hier soir, le baiser, tout, le dîner, notre dispute, le... » Il s'arrêta, cherchant ses mots. « Nous avons franchi une ligne. »« Ça, c'est un problème ?» Damien la regarda longuement. « Ça dépend. Voulez-vous que ce soit un problème ?» La question était chargée de sous-entendus. Élise sentit qu'ils se trouvaient à un carrefour, que sa réponse changerait la nature de leur relation. « Non, » murmura-t-elle, « je ne veux pas que ce soit un problème. » Quelque chose se détendit dans l'expression de Damien. Il fit un pas vers elle, puis s'arrêta. « Dans ce cas, nous devons établir de nouvelles règles. »« Quelles règles? Ce mariage reste contractuel. 2 ans, puis divorce, mais... » Il hésita. « Pendant ces 2 ans, si nous ressentons quelque chose l'un pour l'autre, nous pouvons l'explorer. » Élise sentit son cœur bondir. « Vous ressentez quelque chose pour moi ?» Au lieu de répondre directement, il s'approcha et posa ses mains sur ses hanches. « Je ressens que j'ai envie de vous embrasser depuis que je vous ai vu ce matin. » Avant qu'elle puisse répondre, ses lèvres trouvèrent les siennes. Ce baiser-ci était différent de celui de la nuit précédente, plus doux, plus exploratoire. Élise sentit ses genoux faiblir et s'appuya contre lui. Quand ils se séparèrent, ils étaient tous deux haletants. « Nous devons nous préparer, » dit-il d'une voix rauque. « Les Yamamoto nous attendent à 20 heures. » L'appartement de Takeshi et Keiko Yamamoto dans le 16e arrondissement était un mélange fascinant de modernité occidentale et de tradition japonaise. Des paravents en bois laqué côtoyaient des meubles design, tandis que des ikebana soigneusement composés apportaient une touche de sérénité zen. Keiko accueillit Élise avec une chaleur qui contrastait avec la froideur habituelle des dîners d'affaires. Elle portait un kimono de soie bordeaux qui rehaussait l'éclat de ses cheveux gris. « Élise-chan » dit-elle en prenant ses mains dans les siennes. « Je suis si heureuse de vous revoir. » Takeshi serra la main de Damien avant de s'incliner légèrement devant Élise. « Mademoiselle Moreau, j'espère que vous nous pardonnerez cette invitation informelle. Mais après notre conversation d'hier, Keiko et moi avions envie d'apprendre à mieux vous connaître. » Le dîner se déroula dans l'intimité de leur salle à manger privée, autour d'une table basse traditionnelle. Keiko avait préparé un repas kaiseki, succession de petits plats délicats qui étaient autant d'œuvres d'art. « C'est magnifique », murmura Élise en contemplant un arrangement de sashimis posé sur des feuilles d'érable. « La cuisine japonaise, c'est comme l'architecture », expliqua Takeshi. « Tout est question d'harmonie, d'équilibre entre les formes et les saveurs. » Contrairement à la veille, la conversation porta rapidement sur des sujets personnels. Keiko interrogea Élise sur son enfance, ses études, sa passion pour l'architecture. Damien, assis à côté d'elle, semblait tendu, comme s'il craignait qu'elle ne commette un nouvel impair. « Mes parents étaient tous deux architectes », raconta Takeshi en sirotant son thé. Ils se sont rencontrés sur le chantier de reconstruction de Tokyo après la guerre. Maman disait toujours que l'architecture, c'est l'art de créer de l'espoir avec du béton et de l'acier. « Ah, c'est exactement ça », s'exclama Élise, oubliant momentanément sa retenue. « L'architecture, ce n'est pas juste des bâtiments, c'est donner une âme aux espaces, créer du lien social, redonner de la dignité aux gens. » Damien posa une main d'avertissement sur son genou, mais Takeshi sembla ravi. « Racontez-nous vos projets », l'encouragea-t-il. Élise hésita, consciente du regard de Damien. Puis elle se lança, décrivant l'école maternelle de Montreuil, avec ses espaces modulables qui encouragèrent la créativité des enfants, le centre social de Belleville, qui était devenu le cœur battant du quartier. « Nous avons intégré un jardin partagé sur le toit », expliqua-t-elle avec passion.
Les familles peuvent y cultiver leurs légumes. Ça crée du lien entre les générations, entre les différentes communautés du quartier. Keiko applaudissait doucement. Merveilleux. Vous voyez, Takeshi? C'est exactement ce dont nous parlions. Takeshi hocha la tête, puis se tourna vers Damien. Votre fiancée a une vision remarquable. Dites-moi, que pense-t-elle de votre projet de Tokyo? Le piège était tendu. Élise sentit Damien se raidir à côté d'elle. Elle ne connaissait que les grandes lignes du projet. Une rénovation urbaine massive dans l'est de Tokyo, impliquant la destruction de vieux quartiers pour ériger des tours modernes. Elle chercha ses mots. Je pense que tout projet de rénovation urbaine doit tenir compte des habitants existants. Développer, encouragea Takeshi. Élise jeta un coup d'œil à Damian, qui semblait pétrifié. Puis elle plongea. Au Japon, vous avez cette notion de ikigai, la raison d'être. Les gens trouvent leur ikigai dans leur travail, mais aussi dans leur communauté, leurs voisins, leurs habitudes quotidiennes. Si on détruit tout ça pour construire des tours, même les plus belles, on détruit une partie de l'âme des habitants. Et que proposeriez-vous? Une rénovation graduelle. Conserver certains bâtiments emblématiques, intégrer des espaces communautaires, des jardins, des commerces de proximité. Créer du moderne qui dialogue avec l'ancien, plutôt que de faire table rase. Takeshi échangea un long regard avec sa femme. Fascinant. C'est exactement ce que nous nous disions, Keiko et moi. Notre projet actuel avec Monsieur Blackwood est, trop radical. Damian blêmit. Monsieur Yamamoto, notre projet a été étudié par les meilleurs cabinets. Oh, je ne doute pas de sa qualité technique, coupa Takeshi. Mais nous nous posions des questions sur son impact humain. Il sourit à Élise. Et vous venez de confirmer nos inquiétudes. Le reste du dîner se déroula dans une atmosphère étrange. Keiko et Takeshi multipliaient les questions à Élise sur sa vision de l'architecture sociale, tandis que Damien restait de plus en plus silencieux. Quand ils prirent congé, Takeshi retint Damien à l'écart quelques minutes. Élise vit leur visage tendu, leurs gestes saccadés. Quand ils remontèrent dans la voiture, l'atmosphère était glaciale. « Qu'a-t-il dit » demanda Élise. Damien fixait l'extérieur, les mâchoires serrées. Il veut modifier le projet, intégrer vos suggestions. Il a dit que vous aviez ouvert leurs yeux sur certains aspects qu'ils n'avaient pas considérés. C'est bien, non? Il tourna enfin la tête vers elle, et la colère dans ses yeux la fit frissonner. Bien? Vous venez de détruire 2 ans de travail. Ce projet, tel qu'il est conçu, représente ma vision, mon expertise. Et vous, en une soirée, vous remettez tout en question. Damien, je ne voulais pas... Si, vous vouliez. Sa voix était glaciale. Vous vouliez prouver que vous valez mieux que moi. Eh bien, félicitations, vous avez réussi. La voiture s'arrêta devant leur immeuble. Damien en sortit sans lui tenir la porte et se dirigea vers l'ascenseur. Dans la montée, le silence était assourdissant. Une fois dans l'appartement, il se dirigea directement vers son bureau et claqua la porte. Élise resta seule dans le salon, le cœur lourd. Elle avait voulu bien faire, mais elle venait peut-être de détruire définitivement toute chance d'entente avec l'homme qu'elle commençait à aimer. Les 3 jours qui suivirent furent un enfer de politesse glacée et de silence pesant. Damian partait tôt le matin et rentrait tard le soir, évitant soigneusement toute conversation avec Élise au-delà des strictes nécessités. Quand il lui adressait la parole, c'était avec la courtoisie distante qu'on réserve aux étrangers. Élise passait ses journées seule dans le penthouse, oscillant entre la culpabilité et la frustration. Elle avait essayé de s'excuser, mais Damian l'avait écartée d'un geste las. Le mal est fait. Concentrons-nous sur les préparatifs du mariage. Le mariage. Dans 10 jours exactement. L'événement qui devait sceller leur union factice semblait maintenant se profiler comme une mascarade douloureuse. Ce matin-là, Élise était dans la cuisine, tentant de se distraire en préparant un petit déjeuner qu'elle n'arriverait probablement pas à avaler, quand elle entendit la voix de Damien au téléphone dans son bureau. Il parlait japonais, et bien qu'elle ne comprenne pas tout, elle saisit quelques mots. Modification, problème, annulation. Son cœur se serra. Les Yamamoto annulaient-ils le contrat? Par sa faute? Quand Damien émergea de son bureau 1 heure plus tard, il avait l'air épuisé. Ses cheveux étaient ébouriffés comme s'il avait passé la main dedans 1000 fois, et ses yeux étaient cernés. « Café » proposa-t-elle timidement. Il hocha la tête et s'effondra sur l'un des tabourets du bar de la cuisine. Élise lui servit une tasse fumante, notant ses mains qui tremblaient légèrement quand il la porta à ses lèvres. « Mauvaise nouvelle » osa-t-elle demander. Damien rit amèrement. Les Yamamoto veulent renégocier entièrement le contrat. Ils exigent une nouvelle approche du projet, plus humaine.
Il la regarda, et elle vit de la lassitude dans ses yeux. Ils veulent que vous soyez consultante sur le projet. Quoi? Élise faillit lâcher sa tasse. Mais c'est impossible. Je ne connais rien à l'urbanisme à grande échelle. Apparemment, il pense le contraire. Il se leva et se dirigea vers la fenêtre. Ils ont dit, et je cite, « Mademoiselle Moreau comprend l'âme japonaise mieux que beaucoup de nos propres architectes. » Élise ne savait pas si elle devait être flattée ou terrifiée. « Et vous? Qu'est-ce que vous en pensez ?» Damian resta silencieux un long moment, contemplant Paris qui s'éveillait sous la brume matinale. « Je pense que vous avez un don pour bouleverser ma vie, » dit-il finalement. « Et je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. » Avant qu'elle puisse répondre, la sonnerie de l'interphone retentit. Madame Laurent annonça l'arrivée inattendue de Keiko Yamamoto. « Élise Chan !» s'exclama la femme japonaise en entrant dans le salon, élégante dans un tailleur crème. « J'espère que je ne dérange pas, mais je voulais absolument vous parler. » Damian s'inclina poliment. « Madame Yamamoto, c'est un honneur. Puis-je vous offrir du thé ?»« Avec plaisir. » Keiko s'assit gracieusement sur le canapé, puis se tourna vers Élise. « Mon mari m'a dit que M. Blackwood n'était pas enthousiaste à l'idée de votre participation au projet. » Un silence embarrassé s'installa. Damian revint avec un service à thé japonais, et Élise remarqua l'attention qu'il portait à chaque geste, respectant le protocole qu'elle-même commençait à apprendre. « Madame Yamamoto, commença Damian, vous devez comprendre que ce projet représente 2 années de travail. Et c'est exactement le problème, l'interrompit Keiko avec une douceur ferme. Vous avez travaillé sur ce projet, mais sans vraiment nous écouter, nous les Japonais. Elle se tourna vers Élise. Hier soir, mon mari et moi avons longuement parlé. Votre vision nous a rappelé pourquoi nous voulions ce projet au départ. Pas seulement pour moderniser Tokyo, mais pour créer quelque chose qui honore notre passé, tout en embrassant l'avenir. Madame Yamamoto, protesta Damian, avec tout le respect que je vous dois, Élise n'a aucune expérience dans ce domaine. Mais elle a quelque chose que vous n'avez pas, coupa Keiko en posant sa tasse. L'empathie. Elle regarda Élise avec bienveillance. Mon mari m'a dit que vous connaissiez le concept d'ikigai. Savez-vous ce que c'est vraiment? Élise secoua la tête. Pas vraiment. Je sais que ça parle de raison d'être. L'ikigai, c'est l'intersection entre ce que vous aimez, ce en quoi vous êtes doué, ce dont le monde a besoin, et ce pourquoi on peut vous payer. Keiko sourit. Très peu de gens trouvent leur ikigai. Mais vous, Élise-chan, je pense que vous l'avez trouvé. Damian fronça les sourcils. Je ne comprends pas. Vous aimez créer des espaces qui améliorent la vie des gens, expliqua Keiko à Élise. Vous êtes doué pour comprendre les besoins humains. Le monde a besoin d'architectes qui pensent aux habitants avant tout. Et maintenant, on veut vous payer pour ça. Élise sentit son cœur s'emballer. Vous me proposez vraiment de travailler sur ce projet? Nous vous supplions de le faire, dit Keiko avec gravité. Takeshi a passé la nuit à étudier vos réalisations. Cette école maternelle, ce centre social, vous créez de la beauté ET de l'utilité, c'est rare. Damian se leva brusquement. Madame Yamamoto, je dois vous dire que ce changement de direction pourrait compromettre les délais. Les délais? Keiko le regarda avec surprise. Monsieur Blackwood, nous parlons de construire quelque chose qui durera des générations. Vous voulez sacrifier la qualité pour quelques mois de délai? Le reproche, bien qu'exprimé poliment, fit taire Damian. Il se rassit, visiblement en lutte avec lui-même. Keiko se pencha vers Élise. Accepteriez-vous de venir au Japon avec nous la semaine prochaine? Voir le site? Rencontrer les habitants du quartier? La semaine prochaine? Élise jeta un coup d'œil paniqué vers Damian. Mais le mariage? Ah oui, le mariage. Keiko battit des mains. Justement, ce sera parfait. Vous pourriez considérer cela comme votre voyage de noces. Allier l'utile à l'agréable. L'ironie de la situation n'échappa à personne. Un voyage de noces de travail pour un mariage de convenance. Damian avait l'air d'un homme pris au piège. « Madame Yamamoto, dit-il finalement, vous devez comprendre qu'Élise et moi, notre relation est encore nouvelle. Peut-être serait-il préférable qu'elle commence par se familiariser avec le projet ici, avant. » Nonsense. Keiko agita la main. L'amour et le travail, c'est comme l'architecture. Ça se construit ensemble, pierre par pierre. Elle se leva, rayonnante. C'est décidé, Takeshi sera ravi. Après le départ de Keiko, Damian et Élise restèrent face à face, dans un silence lourd de tension. Je n'ai jamais demandé ça, murmura Élise. Je sais. Il passa une main lasse sur son visage. Mais c'est ce qui se passe. Une fois de plus, vous obtenez tout ce que vous voulez. Ce n'est pas vrai. Ce que je veux, c'est...
Quoi? Il la regarda et elle vit de la vulnérabilité dans ses yeux. Qu'est-ce que vous voulez, Élise? La question la prit au dépourvu. Qu'est-ce qu'elle voulait vraiment? Quelques semaines plus tôt, elle aurait dit « Sauver l'entreprise familiale ». Maintenant, je veux que vous arrêtiez de me détester, avoua-t-elle dans un souffle. Damian la fixa longuement, puis s'approcha d'elle. Quand il fut assez près pour qu'elle sente son parfum, il murmura « Je ne vous déteste pas, Élise. C'est bien ça le problème. » Le 15 décembre arriva avec une de ces matinées parisiennes d'hiver où le ciel bas et gris semblait peser sur la ville endormie. Élise se réveilla dans sa chambre du penthouse avec la sensation irréelle que ce jour allait changer sa vie, même si ce mariage était censé n'être qu'un arrangement d'affaires. Keiko Yamamoto avait insisté pour l'accompagner dans ses préparatifs, transformant ce qui aurait pu être une matinée solitaire en un moment presque joyeux. La femme japonaise était arrivée tôt avec une équipe de coiffeurs et de maquilleurs qu'elle avait personnellement sélectionnés. Pas trop, répétait Élise au maquilleur qui s'appliquait à sublimer ses yeux verts. Je veux rester moi-même. Vous êtes parfaite telle que vous êtes, assura Keiko en observant la transformation. Un peu d'éclat, c'est tout ce dont vous avez besoin. Pendant qu'on s'occupait de ses cheveux, Élise ne pouvait s'empêcher de penser à Damien. Depuis l'épisode avec les Yamamoto, leur relation oscillait entre moments de complicité inattendue et retour de tension. La veille, il lui avait dit « Demain, nous jouerons notre rôle. Mais n'oubliez jamais que c'est exactement ça, un rôle. » Pourtant, quand elle enfila sa robe, cette robe qu'elle avait choisie contre son avis et qui épousait parfaitement sa silhouette, elle ne put s'empêcher d'imaginer sa réaction. À 13h30, elle était prête. La robe de soie couleur champagne cascade autour d'elle, ses cheveux relevés en un chignon sophistiqué d'où s'échappèrent quelques mèches rebelles, un maquillage qui rehaussait sa beauté naturelle sans la masquer. « Magnifique », murmura Keiko avec des larmes dans les yeux. « Vous êtes une mariée radieuse. » Son père l'attendait dans le salon visiblement ému et mal à l'aise dans son costume de location. Quand il la vit, ses yeux s'humidifièrent. « Ma petite fille. » Il s'approcha et lui prit les mains. « Es-tu sûre de toi? Il est encore temps de... »« Papa, » le coupa-t-elle doucement. « Tout va bien. » Mais était-ce vrai? Elle n'en savait rien. La mairie du 16e arrondissement était d'une élégance discrète qui convenait parfaitement à ce mariage atypique. Damien l'attendait dans la salle des mariages, et quand elle entra à son bras de son père, leurs regards se croisèrent. Il était saisissant dans son smoking sombre, ses cheveux impeccablement coiffés, mais c'est son expression qui la troubla. Au lieu de la froideur qu'elle attendait, elle vit de l'admiration, presque de la tendresse. La cérémonie fut brève et étonnamment émouvante. Quand le maire leur demanda s'ils acceptaient de se prendre pour époux, les « oui » résonnèrent dans la salle, avec une sincérité qui surprit Élise elle-même. Au moment d'échanger les alliances, Damien glissa l'anneau à son doigt avec une douceur inattendue. Leurs yeux se rencontrèrent, et pendant un instant, Élise oublia que ce mariage était un contrat. Quand il se pencha pour l'embrasser, ce baiser fut différent de ceux qu'ils avaient à partager. Public, officiel, mais chargé d'une émotion qu'ils n'arrivaient plus à nier. La réception au Plaza Athénée était d'un raffinement à couper le souffle. Damien avait invité ses associés, quelques amis triés sur le volet, et bien sûr les Yamamoto. Du côté d'Élise, il y avait son père, quelques collègues de l'entreprise familiale, et sa meilleure amie Sarah qui n'arrêtait pas de lui jeter des regards interrogateurs. « Il est encore plus impressionnant en vrai », murmura Sarah, pendant que Damien s'entretenait avec les Yamamoto. « Mais Élise, tu es sûre que tu sais dans quoi tu t'embarques ?»« Bien sûr que non », répondit Élise avec un rire nerveux. « Mais parfois, il faut savoir prendre des risques. » Le dîner se déroula dans une atmosphère feutrée. Élise jouait parfaitement son rôle d'épouse épanouie, mais elle était consciente des regards qui la scrutaient, jaugeant sa capacité à évoluer dans ce monde de luxe et de protocole. C'est pendant les discours que tout bascula. Takeshi Yamamoto se leva, son verre à la main. « Chers amis, commença-t-il en français avec son accent charmant, permettez-moi de porter un toast aux mariés. Damien, nous nous connaissons depuis plusieurs années, et j'ai toujours admiré votre détermination, votre vision des affaires. Mais aujourd'hui, j'ai découvert quelque chose de nouveau chez vous. » Damien fronça légèrement les sourcils, ne sachant pas où voulait en venir son associé. « Aujourd'hui, j'ai vu un homme qui a appris à écouter, un homme qui accepte que parfois, la vraie force consiste à reconnaître qu'on peut apprendre de l'autre. » Takeshi se tourna vers Élise. « Et Élise, vous nous avez montré qu'il existe une architecture du cœur, pas seulement de la raison.
Il leva son verre. À Damien et Élise, puisse votre union nous inspirer à tous pour construire des projets qui ont une âme. L'assemblée applaudit, mais Élise vit Damien se crisper. Elle comprenait sa frustration. Même le jour de leur mariage, on lui rappelait qu'elle avait bouleversé sa vision professionnelle. Quand vint le moment de la danse d'ouverture, Damien la prit dans ses bras avec une raideur qui n'échappa à personne. La musique était douce, romantique, mais l'atmosphère entre eux était électrique de tension contenue. « Vous jouez très bien votre rôle », murmura-t-il à son oreille. « Vous aussi. » Elle leva les yeux vers lui. « Damien, ce que Takeshi a dit. N'en parlons pas. Pas maintenant. » Sa main se resserra sur sa taille. « Pas le jour de notre mariage. »« C'est notre faux mariage, » précisa-t-elle. « Vraiment ?» Il la fit tourner et quand elle revint dans ses bras, son visage était plus proche. « Parce que ça ne m'a pas semblé faux quand vous avez dit oui. » Élise sentit son cœur s'emballer. « Qu'est-ce que vous êtes en train de dire ? Je dis que peut-être que nous ne savons plus très bien où s'arrête le jeu et où commence la réalité. » Leurs yeux se soudèrent, et Élise eut l'impression que tous les invités avaient disparu, qu'il n'y avait plus que deux sur cette piste de danse. « Et ça vous fait peur ?» chuchota-t-elle. « Terrifiant, » admit-il. « Et vous ?» Avant qu'elle puisse répondre, la musique s'arrêta et les applaudissements éclatèrent. Le moment magique se brisa, mais quelque chose avait changé entre eux. Plus tard dans la soirée, alors qu'il prenait congé des derniers invités, Takeshi s'approcha de Damien. « J'ai confirmé les billets pour Tokyo, » dit-il discrètement. « Vous partez après-demain et Damien ?» Il posa une main paternelle sur son épaule. « Laissez votre épouse vous montrer ce que vous ne voyez plus. Parfois, il faut accepter d'être l'élève pour redevenir un grand maître. » Dans la voiture qui les ramenait au penthouse, Damien et Élise n'échangèrent pas un mot, mais quand il lui prit la main dans l'obscurité de l'habitacle, elle ne la retira pas. Ils venaient de se marier. Dans 48 heures, ils partiraient pour Tokyo, et aucun d'eux ne savait plus vraiment s'ils jouaient encore la comédie ou s'ils commençaient à vivre une histoire d'amour aussi dangereuse qu'inattendue. L'avion d'Air France atterrit à l'aéroport de Narita par un matin gris de décembre. Élise regardait par le hublot la campagne japonaise qui défilait sous eux, encore incrédule de se retrouver là, à des milliers de kilomètres de Paris, aux côtés de l'homme qu'elle avait épousé 2 jours plus tôt. Le voyage s'était déroulé dans une atmosphère étrange. Damien avait travaillé pendant la majeure partie du vol, étudiant des dossiers, passant des coups de téléphone, évitant soigneusement toute conversation personnelle. Mais Élise avait surpris ses regards à plusieurs reprises, des regards intenses qu'il détournait rapidement quand elle le fixait en retour. Takeshi les attendait à l'aéroport avec un sourire radieux et une délégation d'architectes japonais. « Bienvenue au Japon, Madame Blackwood », dit-il en s'inclinant devant Élise. Madame Blackwood. Le nom résonna étrangement à ses oreilles. Après 2 jours, elle n'arrivait toujours pas à s'y habituer. L'hôtel traditionnel où ils logeaient dans le quartier d'Asakusa était un ryokan de standing, avec ses tatamis, ses portes coulissantes et ses jardins zen. Damien et elle avaient des chambres séparées, ce qui était un soulagement et une déception qu'elle ne voulait pas analyser. « Demain, visite du site », annonça Damien en consultant son planning. Puis réunion avec les équipes techniques. « Et les habitants ?» demanda Élise en contemplant le jardin depuis la terrasse de sa chambre. « Quand est-ce qu'on rencontre les gens qui vivent dans ce quartier ?» Damien leva les yeux de ses documents. « Les habitants ? Oui. Si je dois donner mon avis sur ce projet, je veux comprendre comment les gens vivent ici, ce dont ils ont besoin. Élise, nous ne sommes pas là pour faire du social. Nous sommes là pour concevoir un projet urbain rentable. Rentable ET humain, corrigea-t-elle. C'est ce que veulent les Yamamoto, non ? Damien la regarda longuement, et elle vit passer cette expression qu'elle commençait à connaître, un mélange d'agacement et d'admiration. Très bien, soupira-t-il. Je demanderai à Takeshi d'organiser quelque chose. Le lendemain matin, la visite du site fut un choc pour Élise. Le quartier de Shitamachi était un labyrinthe de ruelles étroites bordées de maisons en bois traditionnelles, de petits commerces familiaux et d'ateliers d'artisans. Des vieilles femmes en kimono bavardèrent devant l'épicerie du coin. Des enfants jouaient dans les cours minuscules et l'odeur des ramen flottait dans l'air froid. Tout ça doit disparaître, expliquait l'architecte japonais en chef en montrant les plans. Nous construirons 4 tours résidentielles de 30 étages, un centre commercial et un complexe de bureaux. Élise observait une vieille dame qui nourrissait des chats errants devant sa maison centenaire. « C'est elle, où ira-t-elle ? Nous proposons des relogements dans des appartements modernes en périphérie.
répondit l'architecte avec désinvolture. En périphérie, répéta Élise. Loin de ses amis, loin de son épicier, loin de tout ce qui fait sa vie depuis des décennies. Damian s'approcha d'elle. Élise, c'est le progrès. On ne peut pas préserver indéfiniment des maisons qui tombent en ruine. Mais on peut préserver l'esprit du lieu, protesta-t-elle. Regardez. Elle désigna une cour où des enfants jouaient sous l'œil bienveillant de plusieurs mamies. Cette communauté, ces liens sociaux, vous ne pouvez pas recréer ça dans des tours de verre. Les tours offriront plus de confort, plus de sécurité et moins d'âme. Leur échange attira l'attention de Takeshi, qui s'approcha avec curiosité. « Un problème ?»« Pas un problème, » dit Élise en se tournant vers lui. « Une question. Ces gens, ils sont d'accord pour être relogés. Quelqu'un leur a demandé leur avis ?» Takeshi et Damien échangèrent un regard embarrassé. « Eh bien, » commença Takeshi. « Personne ne leur a demandé, » comprit Élise. « Vous avez décidé de ce qui était bon pour eux sans les consulter. »« Madame Blackwood, » intervint l'architecte japonais, « avec tout le respect que je vous dois, l'urbanisme ne peut pas se décider par référendum populaire. »« Peut-être pas, » répliqua Élise, « mais il devrait au moins tenir compte des besoins réels des habitants. » L'après-midi, contre l'avis de Damien, elle insista pour rencontrer des résidents du quartier. Takeshi, intrigué par son approche, l'accompagna avec un traducteur. Ils passèrent 3 heures à discuter avec les habitants. Madame Tanaka, 78 ans, qui tenait une petite librairie depuis 40 ans. Monsieur Sato, artisan menuisier, dont l'atelier était fréquenté par tout le quartier. Une jeune mère, Yuki, qui élevait ses enfants avec l'aide de toute la communauté. « Nous ne sommes pas contre la modernité », expliqua Madame Tanaka par l'intermédiaire du traducteur. « Mais nous aimerions qu'elle respecte ce que nous avons construit ici. Ces liens, cette entraide, c'est notre trésor. Mes enfants grandissent entourés par toutes ces grand-mères qui les chérissent, » ajouta Yuki. « Dans un appartement en tour, ils n'auraient que moi. » En rentrant au Ryokan ce soir-là, Élise était bouleversée. Elle trouva Damien sur la terrasse de sa chambre, contemplant les lumières de Tokyo avec un verre de whisky à la main. « Alors ?» dit-il sans se retourner. « Satisfaite de votre enquête sociologique. Ils ne veulent pas partir, dit-elle simplement. Ils s'y feront. »« Damien !» Elle s'approcha de lui, exaspérée. « Comment pouvez-vous être si froid? Ces gens vont perdre leur univers. » Il se tourna enfin vers elle, et elle fut frappée par la fatigue qu'elle lut dans ses yeux. « Parce que c'est mon métier, Élise. Construire l'avenir, même si ça dérange le présent. Et si votre vision de l'avenir était fausse ?» Il posa son verre avec violence. « Fausse? J'ai construit un empire sur cette vision. J'ai transformé des quartiers entiers. En déplaçant combien de familles? En cassant combien de communautés? En créant des emplois? En apportant du progrès ?» Il la saisit par les épaules. « Vous ne comprenez pas, Élise. Le sentimentalisme n'a pas sa place dans l'urbanisme. Et l'humanité? Elle a sa place où ?» Ils se défièrent du regard, leurs visages à quelques centimètres l'un de l'autre. Puis, soudain, Damien l'attira contre lui et l'embrassa avec une passion désespérée. Ce baiser était différent des précédents. Il y avait de la colère, de la frustration, mais aussi quelque chose de plus profond. Quand ils se séparèrent, tous deux haletaient. « Vous me rendez fou », murmura-t-il contre ses lèvres. « Vous remettez tout en question. Vous chamboulez tout. »« Tant mieux », chuchota-t-elle. « Peut-être que vous aviez besoin qu'on vous remette en question. » Il la regarda longuement, ses yeux bleus assombris par l'émotion. « Et si j'ai peur? Peur de quoi? D'avoir tort, de découvrir que tout ce que j'ai construit ne vaut rien. » Élise posa ses mains sur son visage, sentant la vulnérabilité qui perçait enfin sous la carapace. « Ça ne vaut rien si ça ne rend personne heureux. Mais vous pouvez changer, Damien. Nous pouvons changer ce projet. Ensemble. » Le lendemain matin, Élise fut réveillée par des coups frappés à sa porte. Elle ouvrit pour découvrir Damien, déjà habillé, les cheveux humides de la douche et une expression déterminée sur le visage. « Nous retournons dans le quartier, » annonça-t-il sans préambule. « Je veux voir ce que vous voyez. » Surprise mais ravie, Élise s'habilla rapidement. Ils prirent le métro comme des Tokyoïdes ordinaires, Damien étudiant discrètement les interactions entre les voyageurs avec un regard nouveau. Dans le quartier de Shitamachi, ils passèrent la matinée à observer la vie quotidienne. Damien prenait des notes, dessinait des croquis, posait des questions aux habitants que Takeshi traduisait. « Regardez », dit Élise, en désignant une cour centrale où plusieurs familles s'étaient retrouvées pour le petit déjeuner. Ça, c'est ce qu'on appelle un espace de vie sociale. Pas prévu par un architecte, mais né naturellement des besoins humains. Damien observa la scène. Les enfants qui couraient entre les tables,
les grands-mères qui échangeaient des légumes de leur jardin, les pères qui discutaient en buvant leur thé. « Comment on recrée ça dans un bâtiment moderne ?» demanda-t-il, et Élise sentit que la question était sincère. « On ne recrée pas, on adapte. On préserve cette cour, on l'intègre dans le nouveau projet. On construit autour, pas par-dessus. » L'après-midi fut consacré à une séance de brainstorming improvisée dans un café du quartier. Damien, Élise, Takeshi et l'équipe d'architectes japonais étalèrent les plans sur plusieurs tables. « Et si » commença Élise en traçant des lignes sur le plan. « Au lieu de détruire entièrement, on gardait les maisons traditionnelles les plus emblématiques. »« Impossible !» protesta l'architecte en chef. « Elles ne respectent pas les normes antisismiques. »« Alors on les renforce !» répliqua Damien, surprenant tout le monde. « La technologie le permet. » Pendant 3 heures, ils redessinèrent le projet. Au lieu de 4 tours imposantes, ils imaginèrent des bâtiments de taille humaine qui dialoguaient avec l'architecture existante. Des cours communes, des jardins sur les toits, des commerces de proximité intégrés au rez-de-chaussée. « Et financièrement ?» demanda Takeshi. Damien calculait rapidement. Plus cher à court terme, mais plus rentable à long terme. Ce type d'urbanisme crée de la valeur immobilière durable. Élise le regardait avec une admiration croissante. Quand il mobilisait son intelligence au service d'un projet humain plutôt que purement financier, il était éblouissant. Le soir, ils présentèrent leur nouvelle vision au Yamamoto, dans le restaurant traditionnel de leur hôtel. Keiko applaudissait doucement à chaque explication. « Magnifique !» s'exclama-t-elle quand ils eurent terminé. « Vous avez trouvé l'équilibre entre tradition et modernité. »« Ce n'était pas mon idée, » avoua Damien en regardant Élise. « Votre nouvelle consultante a ouvert des portes auxquelles je n'avais jamais pensé. » Takeshi hocha la tête avec satisfaction. « C'est exactement pour ça que nous voulions Élise dans l'équipe. Damien, vous êtes un excellent architecte, mais vous aviez perdu de vue l'essentiel. L'architecture doit servir la vie, pas l'inverse. » Plus tard, sur la terrasse du Ryokan, Damien et Élise savouraient en silence la transformation de la journée. Tokyo scintillait à leurs pieds, mélange fascinant de néons ultramodernes et de temples millénaires. « Merci, » dit soudain Damien. « Pourquoi ? » Pour m'avoir forcé à regarder différemment. Il se tourna vers elle, et dans ses yeux, elle vit une tendresse qu'elle n'y avait jamais lue. J'avais oublié pourquoi j'étais devenu architecte au départ. Vous me l'avez rappelé. Et pourquoi l'étiez-vous devenu ? Pour construire des rêves. Il sourit et ce sourire était celui d'un homme qui retrouvait une part de lui-même longtemps enfouie. Camille avait raison sur une chose, j'étais idéaliste. Quand elle m'a quitté, j'ai pensé que c'était une faiblesse. Mais peut-être que c'était ma force. Élise sentit son cœur se gonfler d'émotion. Damien, je sais ce que vous allez dire, que ce mariage était censé être temporaire, que nous avions un contrat. Non, l'interrompit-elle. Ce que j'allais dire, c'est que je suis en train de tomber amoureuse de vous, du vrai vous, celui qui se soucie des gens, qui veut construire des rêves. Il la regarda avec incrédulité. Même après la façon dont je vous ai traité, surtout après. Elle s'approcha de lui. Parce que j'ai vu que vous pouviez changer, grandir, et moi aussi, j'ai grandi grâce à vous. Comment ça ? Vous m'avez appris à me battre, à ne jamais baisser les bras. Vous m'avez donné confiance en mes idées. Elle posa ses mains sur sa poitrine, sentant son cœur battre sous ses paumes, et vous m'avez montré qu'il valait parfois la peine de prendre des risques. Damien la prit dans ses bras, la serrant contre lui, comme si elle risquait de disparaître. Élise, vous, je n'ai jamais su dire ces mots-là, même à Camille. Mais avec vous, il prit son visage entre ses mains. Je vous aime de façon terrifiante, absolue, et je ne veux plus jamais vous laisser partir. Leur baiser, cette fois, n'avait rien de désespéré. C'était un baiser de promesse, de construction, d'avenir partagé. Quand ils se séparèrent, ils étaient tous deux souriants et éblouis. « Alors, » murmura Élise, « qu'est-ce qu'on fait de notre contrat ?»« On le déchire, » dit Damien sans hésiter, « et on en écrit un nouveau. Quel genre de contrat ?» Il sourit, et ce sourire illumina tout son visage. Un contrat d'amour, à vie, avec une clause spéciale. Nous continuerons à nous disputer sur tous nos projets d'architecture. Marché conclu, rit Élise en lui tendant la main. Il la serra solennellement, puis l'attira de nouveau contre lui. Au fait, murmura-t-il contre ses lèvres, j'ai menti l'autre jour. À propos de quoi? Vous êtes tout à fait mon type. Et sous les étoiles de Tokyo, au sommet de ce ryokan traditionnel, deux architectes s'embrassèrent en sachant qu'ils venaient de poser la première pierre de la plus belle construction de leur vie,
Un amour vrai, bâti sur le respect mutuel et la passion partagée de créer un monde plus beau. 6 mois plus tard, le projet de Shitamachi ferait la une des magazines d'architecture du monde entier comme un exemple révolutionnaire d'urbanisme humain. Mais ce jour-là, à Tokyo, Damien et Elise Blackwood ne pensaient qu'à une chose. Ils avaient trouvé leur ikigai. Ensemble,